Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et donner les définitions de majorant, minorant, plus grand et plus petit élément, ainsi que bornes inférieures et supérieures. Dans toute cette vidéo, nous allons noter grand E un ensemble sur lequel nous allons considérer une relation d'ordre notée avec ce symbole en haut à gauche qui est le symbole habituel pour les relations d'ordre quelconques, et nous allons prendre grand A une partie de E. Voici donc la première définition qui est fondamentale. On dit que la partie grand A est majorée s'il existe un élément grand M dans E, tel que pour tout petit a dans grand A, petit a est plus petit que grand M. Autrement dit, grand M est plus grand que tous les éléments de A. Dans ce cas, on dit que grand M majore la partie grand A, ou que grand M est un majorant de grand A. Alors j'insiste bien sur le 1 majorant, car nous allons y revenir, mais en général, une partie n'a pas qu'un seul majorant, elle en a plusieurs. Alors évidemment, nous pouvons donner la même définition pour minorer en remplaçant plus petit que par plus grand que. Donc on dit que grand A est minoré s'il existe un élément grand M dans E, tel que pour tout petit a dans grand A, petit a est plus grand que grand M, et on dit alors évidemment que grand M minore grand A, ou que grand M est un minorant de grand A. Et là encore, un minorant, car en général, il y en a plusieurs. Et puis, nous allons dire que la partie grand A est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Alors dans toutes ces définitions, il faut faire bien attention. Ici, E n'est pas nécessairement égal à l'ensemble R. Alors il peut être égal à l'ensemble R, ou ça peut être une partie de R, mais en général, E n'est pas égal à R, et les définitions que nous venons de donner sont valables sur n'importe quel ensemble E muni d'une relation d'ordre. Donnons maintenant quelques exemples. Commençons par un exemple très graphique où nous allons prendre un ensemble ici qui va avoir 8 éléments, A, B, C, D, E, F, G et H, que je représente comme des sommets sur ce graphique, et je dénote par une flèche bleue allant d'un élément vers l'autre le fait que l'élément qui est à la base de la flèche est plus petit que l'élément qui est plus grand. Donc ici, je considère que j'ai une relation d'ordre, mais pour alléger le graphique, je ne dessine pas les flèches qui vont d'un élément vers lui-même pour représenter la réflexivité, et je ne dessine pas non plus les flèches qui sont relatives à la transitivité. Par exemple ici, H est plus petit que F qui est lui-même plus petit que D, donc H est plus petit que D, je devrais avoir une flèche qui va de H à D, mais je ne la dessine pas pour alléger un peu le graphique. Donc, si ici je considère la partie grand A qui va être constituée des 3 éléments F, G, H. Est-ce que cette partie admet un majorant? Eh bien oui, nous remarquons que petit d est plus grand que petit f et que petit g, et par transitivité, il est aussi plus grand que petit h. Donc, cette partie est majorée par petit d. Mais nous remarquons que petit a, qui est lui-même plus grand que petit d, par transitivité encore, va être plus grand que f, g et h. Donc petit a est aussi un majorant. De même, petit b est aussi un majorant de f, g, h. Si nous regardons un peu tous les autres points, nous voyons qu'ils ne sont pas des majorants de la partie entourée en rouge. Si je considère maintenant la partie constituée des 2 éléments petit d et petit e, eh bien nous voyons qu'elle n'est pas majorée. En effet, petit e n'a que 2 éléments plus grands que lui-même, il y a petit c et petit e lui-même. Je vous rappelle qu'ici, je n'ai pas dessiné cette flèche, mais ici, petit e est plus petit que lui-même. Donc petit c et petit e sont plus grands que petit e, mais aucun des deux n'est plus grand que petit d. Il n'est donc pas possible de trouver un majorant qui soit commun à la fois à petit d et petit e. De même, petit d a 3 éléments plus grands que lui, petit a, petit b et d lui-même, mais aucun des 3 n'est plus grand que petit e. Donc la partie en vert n'est pas majorée. Par contre, si je prends l'élément, le singleton qui ne contient que l'élément c, alors cette partie est majorée, puisqu'en effet petit c est plus petit que lui-même, donc cette partie est majorée par petit c. Quelques exemples fondamentaux, si nous nous plaçons dans R muni de la relation d'ordre usuelle, si je prends l'intervalle 0,1, il est majoré. Il est majoré par tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à 1. Par tous les réels x, tel que x est supérieur ou égal à 1. Il y en a donc une infinité. C'est pour cela qu'il est impossible de parler du majorant. Nous ne pouvons pas dire le majorant, il faut parler des majorants. Si nous en prenons un, nous disons que c'est un majorant de 0,1.
mais nous ne pouvons pas dire le majorant. Si maintenant je considère 0,1 mais avec la bande de droite ouverte, eh bien nous avons la même chose. Même résultat, 1 est toujours un majorant, et tous les réels qui sont plus grands que 1 sont des majorants. Si je considère la partie 0 plus infini, eh bien celle-ci n'est pas majorée. Elle n'est pas majorée car aucun réel n'est plus grand que tous les réels qui vont de 0 jusqu'à plus infini. Alors j'aurais aussi pu prendre des exemples avec des minorants, mais je vous laisse le soin de voir que cela fonctionne de la même manière. Continuons de donner des exemples avec les relations d'ordre que nous connaissons déjà. Par exemple, je vais considérer la relation d'ordre d'inclusion sur les parties de E. Alors attention, maintenant les choses sont un peu plus compliquées. Pour prendre un exemple d'une partie majorée ou minorée, je vais devoir prendre une partie de P de E, c'est-à-dire un ensemble qui contient des parties de E. Grand A est un ensemble qui contient des parties de E. Alors peut-être qu'il serait plus simple de prendre un exemple en fixant un ensemble E. Donc par exemple, si E est égal à R, eh bien nous pouvons prendre A qui est un ensemble qui peut contenir l'intervalle 0,1, qui peut contenir Q, qui peut contenir R plus étoile, qui peut contenir le singleton 1. Voici par exemple une partie des parties de E. Alors en reprenant toujours cet exemple, est-ce que cette partie grand A est minorée? Eh bien oui, puisqu'il se trouve que, quel que soit petit a dans grand A, le vide est toujours inclus dans petit a. Le vide est bien inclus dans 0,1, le vide est bien inclus dans Q, le vide est bien inclus dans R plus étoile, etc. Donc le vide minore petit a. Est-ce que grand A a un majorant? Eh bien oui également, puisque pour tout petit a dans grand A est une partie de R, donc petit a est inclus dans grand R. Donc grand R majore grand A. Est-ce qu'il est possible de trouver d'autres majorants et minorants? Nous pouvons donner quelques exemples. Nous pouvons poser la partie petit m égale à 0,1 intersecté avec Q, intersecté avec R plus étoile, intersecté avec le singleton 1. Nous prenons donc l'intersection de tous les éléments de A. Alors ici, nous n'obtenons que le singleton 1. Eh bien, nous voyons que, par définition de l'intersection, ce singleton 1 est inclus dans toutes les parties, dans tous les éléments de grand A. Donc, ce singleton 1 minore grand A. Nous pouvons faire de même avec la réunion. Si nous posons grand M la réunion de toutes les parties qui sont là, donc 0,1 union Q, union R plus étoile, union le singleton 1, alors qu'est-ce que nous obtenons? Si nous simplifions un peu les choses, nous voyons que nous allons obtenir Q union R plus étoile, puisque 1 est déjà dans R plus étoile, et à part 0 qui est dans Q, tous les éléments entre 0 et 1 sont aussi dans R plus étoile. Eh bien, cette partie contient tous les éléments de grand A, donc elle majore grand A. Alors, est-ce qu'il existe d'autres minorants ou majorants de grand A? Pour les minorants, nous voyons que si nous prenons une partie qui est incluse dans les 4 éléments de grand A, elle doit être incluse dans le singleton 1. Donc, soit c'est le singleton 1, soit c'est le vide. Nous n'avons donc pas d'autres minorants de grand A que ceux que nous avons donnés. Mais nous pouvons donner d'autres majorants. Par exemple, si nous prenons Q union R plus étoile et que nous lui rajoutons aussi moins racine de 2, eh bien, c'est aussi un majorant de grand A. Donc il y a plusieurs majorants possibles. En tout cas, si nous revenons au cas général, nous voyons que si grand A est une partie de P de E, alors grand A est toujours minoré par le vide, et d'ailleurs aussi par l'intersection de tous les petits a quand petit a parcourt grand A, et elle est toujours majorée par grand E, et par la réunion quand petit a parcourt grand A des petits a. Il peut y avoir d'autres minorants ou majorants, mais ces deux minorants et ces deux majorants sont toujours des minorants et des majorants de grand A. Évidemment, la situation est plus simple pour le vide et pour grand E, mais maintenant que nous avons vu dans un chapitre précédent quelles étaient les intersections et réunions
quelconque d'ensemble, nous pouvons donner ce minorant et ce majorant. Regardons maintenant des exemples dans N. Alors dans N, nous savons que nous avons deux relations d'ordre. Alors je vais prendre une première couleur pour la première relation d'ordre, qui est la relation d'ordre la plus habituelle sur N, la relation que nous appelons inférieur ou égal. Ici, 0 est toujours plus petit que tous les éléments entiers. Pour tout petit n dans grand N, 0 est inférieur ou égal à grand N. Donc, si nous prenons grand A, une partie de grand N qui n'est pas vide, elle est toujours minorée par 0. Alors, si la partie est vide, je vous laisse réfléchir un peu à ce que ça donne, ça n'est pas très intéressant. Est-ce que le vide admet des minorants ou des majorants? Nous en reparlerons en classe. Ça n'est pas ce qui est le plus primordial pour l'instant. Donc, dès que nous avons une partie incluse dans grand N, elle est toujours minorée par 0. Par contre, elle n'est pas forcément majorée. Par exemple, si nous prenons grand N n'est pas majoré, car il n'existe aucun entier qui est plus grand que tous les autres. Majoré avec un E pour la partie, si nous la considérons comme une partie. Par contre, si je prends l'intervalle d'entiers allant de 4 à 8, eh bien 0, 1, 2, 3 et 4 sont des minorants, ce sont d'ailleurs tous les minorants de grand A, et si n est supérieur ou égal à 8, petit n majore grand A. Alors ça, c'est ce que nous pouvons dire tout simplement pour la relation d'ordre usuelle sur grand N. Mais il existe une seconde relation d'ordre que nous avons déjà vue sur grand N, qui est la relation de divisibilité. Si un entier petit a divise un entier petit b, donc pour des entiers naturels, nous pouvons considérer que petit a est plus petit que petit b. Alors les choses sont maintenant très différentes, puisque pour tout petit n dans grand N, 1 divise petit n. Donc nous pouvons considérer que 1 est plus petit que petit n. Ce qui signifie que à chaque fois que grand A est une partie de n qui n'est pas vide, eh bien 1 minore grand A, puisque 1 va diviser forcément tous les éléments de grand A. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point aussi, pour tout petit n dans grand N, petit n divise 0, puisque petit n fois 0 est égal à 0. 0 est un multiple de tous les entiers. Donc là encore, si nous prenons grand A une partie de n non vide, eh bien 0 majore grand A. Donc nous obtenons ici quelque chose qui n'est pas du tout intuitif, puisque cela ne correspond pas du tout à la situation que nous obtenons pour la relation d'ordre habituelle sur grand N. 0 est un entier qui est plus grand que tous les autres pour la relation de divisibilité, et petit 1 est un entier qui est plus petit que tous les autres. Après, nous pouvons donner des exemples plus précis. Par exemple, si je prends la partie grand A égale à 4, 6 et 8, est-ce que je peux en donner un minorant? Eh bien, nous constatons que 1 et 2 minorent tous les deux grand A, puisque ce sont tous les deux des diviseurs de 4, 6 et 8. Est-ce qu'il est possible de donner un majorant? Eh bien, je peux prendre 8 fois 3, 24. 24, cette fois-ci, 24 majore grand A, puisque 24 est un multiple de 4, de 6 et de 8. Donc 4, 6 et 8 divisent 24, donc sont, entre guillemets, plus petits que 24 pour cette relation d'ordre. Alors dans ce chapitre, nous reviendrons plus en profondeur sur la relation d'ordre habituelle dans N, donc celle que j'ai considérée en bleu dans la page de gauche. Ce que je viens de considérer en vert avec la relation de divisibilité ne sera pas primordial dans ce chapitre, mais nous y reviendrons dans le chapitre d'arithmétique. Passons maintenant à la notion suivante, celle de maximum et de minimum. Alors, remarquez qu'au pluriel, maximum donne maxima, et minimum donne minima, même si souvent nous parlerons des maximums, ce qui est une faute de français, mais qui ne sera pas gravissime. Alors, la définition est la suivante, on dit que la partie grand A admet un maximum s'il existe un élément petit x dans E, tel que petit x majore grand A et petit x appartient à grand A. Alors en vocabulaire, un maximum s'appelle aussi un plus grand élément, les deux dénominations sont acceptées. Et puis évidemment, nous avons une définition équivalente avec minimum. Grand A admet un minimum ou un plus petit élément, ce sera la même chose, s'il existe un élément x dans E qui minore grand A et qui appartient à grand A. Donc vous voyez que la seule différence entre un majorant et un maximum, c'est qu'un majorant est un élément de grand E quelconque, alors qu'un maximum
doit être un élément de grand A. C'est un majorant qui est dans grand A. Donc, un maximum, c'est un majorant, et on rajoute la condition qu'il est dans grand A. Et cette condition va tout changer. Alors, revenons un petit peu sur les exemples précédents et regardons, lorsqu'il y avait un majorant ou un minorant, si la partie admettait un maximum ou un minimum. Alors, si je reviens un peu en arrière sur le premier exemple graphique que j'ai pris, il y avait ici 3 parties, une en rouge, une en vert, une en rose. Celle en vert n'était pas majorée, donc n'étant pas majorée, cette partie ne peut pas avoir de maximum. Maintenant, si je prends la partie rouge, j'ai donné ces 3 majorants. Ces 3 majorants sont petit d, petit a, petit b. Aucun n'est dans la partie rouge. Donc cette partie rouge admet des majorants, mais elle n'admet pas de maximum. F ne majore pas G, G ne majore pas H par exemple, H ne majore ni F ni G. Donc F, G, H, qui sont les 3 éléments de la partie en rouge, ne sont pas des majorants de la partie rouge. Donc à nouveau, cette partie rouge n'a pas de maximum. La partie rose par contre, elle contient l'élément C, et elle est majorée par C. Eh bien, petit c est donc un majorant de cette partie, qui est dans cette partie. Donc, cette partie admet un maximum, et ce maximum c'est petit c. Regardons d'autres exemples. Par exemple, dans grand R avec la relation d'ordre habituelle, je considère l'ensemble grand A égal à l'intervalle 0,1, fermé à gauche mais ouvert à droite. Eh bien, je constate que 0 minore grand A, puisqu'il est plus petit que tous les éléments de 0,1, et 0 appartient à grand A. Donc nous pouvons dire que 0 est un minimum de grand A. Alors pour l'instant je dis un minimum, mais nous allons montrer un tout petit peu après que lorsqu'il y a un minimum, il est unique. Donc nous pourrions dire le minimum, mais pour l'instant nous ne le savons pas encore. Par contre, si je choisis un élément X dans R, qui majore grand A. Alors déjà, par définition, nous pouvons dire que pour tout petit a appartenant à 0,1, petit x est supérieur ou égal à petit a. Si jamais x était strictement plus petit que 1, alors nous savons que dans ce cas, il existe un élément petit b dans R, tel que petit b est coincé strictement entre x et 1. Donc nous aurions dans ce cas petit b appartient à grand A, et x est strictement plus petit que petit b, ce qui est absurde, puisque nous avons supposé que x était un majorant de grand A. Donc, x est supérieur ou égal à 1. Et donc, x n'appartient pas à grand A. Donc nous avons montré que à chaque fois que nous prenons un réel x qui majore A, eh bien x n'appartient pas à grand A. Donc, grand A est bien majoré, par exemple par 2, mais grand A n'a pas de maximum, puisqu'aucun des majorants de grand A n'appartient à grand A. Prenons maintenant un exemple avec la relation d'inclusion dans P de R. Je vais commencer par prendre une première partie grand A qui va contenir N, R+, et l'ensemble à 2 éléments 1, 2. Donc un ensemble à 2 éléments, cela s'appelle une paire. Un singleton, c'est un ensemble à 1 élément. Une paire est un ensemble à 2 éléments. Ici, nous remarquons que grand N est inclus dans R+, R+, évidemment, est inclus dans lui-même, et la paire 1, 2 est également incluse dans R+. Et R+, est un élément de grand A. Donc, de tous ces points, nous pouvons dire que R+, est un plus grand élément de A. Maintenant, de la même manière, je constate que la paire 1, 2 est incluse dans elle-même, mais aussi dans N et dans R+. Or, elle appartient à A. Donc, nous pouvons dire que cette paire 1, 2 est un plus petit élément de grand A. Maintenant, si je considère la partie grand B où je ne vais pas changer grand chose, comme élément je vais prendre N, R+, et 1 racine de 2. Et bien maintenant, nous voyons que R+ est toujours un plus grand élément de grand A, puisque
de grand B, puisque R plus contient N, R plus et 1 racine de 2. Par contre, 1 racine de 2 n'est pas inclus dans grand N. Et en fait, il n'existe aucun des 3 éléments de grand B qui est inclus dans les 3 autres. Donc grand B est minoré, par exemple par le vide, toujours, mais elle n'a pas de plus petit élément. Elle n'a pas de minimum, puisque aucun des 3 éléments de grand B n'est plus petit que les 3 autres. Je vous laisse réfléchir vous-même à des exemples utilisant la relation de divisibilité dans N, et éventuellement nous en reparlerons en classe. Donc nous allons finir par démontrer le théorème que j'ai évoqué quelques instants auparavant. Si grand A admet un maximum, alors ce dernier est unique, et nous pouvons donc lui donner une notation, il est noté max de grand A. Nous avons le même résultat avec un minimum. La démonstration est très simple. Ici, dans les hypothèses, nous faisons l'hypothèse que grand A admet un maximum, et nous voulons montrer l'unicité. Donc nous allons considérer qu'il y a 2 éléments qui sont tous les 2 des maximums. Donc, soit petit a et petit a', 2 maxima de grand A. Et nous allons utiliser un raisonnement qui va nous amener à une inégalité entre A et A', et puis nous allons échanger les rôles. Ici, petit a est dans grand A, par définition d'un maximum. Et petit a' majeur grand A, là aussi par définition d'un maximum, puisque je vous rappelle qu'un maximum, c'est un majorant qui appartient à l'ensemble. Donc, dans la première ligne, j'ai utilisé que petit a était un maximum de grand A, donc il appartient à grand A, et dans la deuxième ligne, j'ai utilisé que A' est un maximum de grand A, donc il majeure grand A. Alors, de ces deux faits, nous pouvons en déduire que petit a est inférieur ou égal à petit a'. Petit a' majeure grand A, petit a est dans grand A, donc petit a est plus petit que A'. Mais dans le raisonnement que je viens de faire, A et A' jouent exactement le même rôle. Donc en échangeant les rôles de petit a et petit a', nous avons aussi que A' est inférieur ou égal à petit a. Or, avec les inégalités 1 et 2, 1 et 2 nous donnent par antisymétrie. Donc je rappelle, c'est une relation d'ordre, donc elle est antisymétrique. Et l'antisymétrie nous dit exactement qu'avec 1 et 2, petit a est égal à petit a', d'où l'unicité. Si nous avons 2 maxima, ce sont en fait les mêmes. Et nous en arrivons, dans cette vidéo, à la 3e notion, celle de borne supérieure et inférieure. Là encore, nous allons partir de l'idée de majorant et rajouter quelques petites propriétés pour obtenir ces nouveaux éléments. Alors si nous revenons un tout petit peu en arrière, nous voyons que dans R, l'ensemble 0,1 est majoré par 1, mais 1 n'appartient pas à cet ensemble, donc cet ensemble n'a pas de max. Bien. Cela dit, grand 1, on voit quand même qu'il joue un rôle particulier. Si nous regardons tous les majorants de cet ensemble 0,1, ce sont tous les réels de 1 jusqu'à plus infini. 1, c'est quand même la borne de droite de cet intervalle, donc d'accord, ça n'est pas un max, mais nous avons envie de lui donner un nom, de dénoter cette propriété particulière. Eh bien 1 est le plus petit de tous les majorants de 0,1, et nous allons l'appeler la borne supérieure de cet ensemble, c'est ce que nous allons définir maintenant. Donc c'est cette envie de bien marquer que 1 joue un rôle particulier qui nous amène à la définition suivante. Si l'ensemble des majorants de grand A admet un plus petit élément, alors ce plus petit élément est appelé borne supérieure de grand A et il est noté sub de A. Alors déjà, attention dans cette définition, il y a une hypothèse. Si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément. Donc déjà, il y a plusieurs choses. Il faut déjà que l'ensemble des majorants existe et ne soit pas vide, et qu'il soit minoré et qu'il ait un plus petit élément. Ça fait beaucoup d'hypothèses. Mais lorsque cela se produit, alors le plus petit élément de l'ensemble des majorants, par unicité du minimum, il est unique. Nous l'appelons donc la borne supérieure de A, et il est noté sub de A. Là encore, évidemment, en inversant les choses, nous pouvons donner une définition de borne inférieure. Si l'ensemble des minorants de grand A admet un plus grand élément, ce plus grand élément est appelé borne inférieure de grand A et noté inf de A.
Alors vous ferez bien attention, c'est là que les choses deviennent un peu plus délicates. La borne supérieure de A, c'est un plus petit élément, mais c'est le plus petit élément des majorants. Donc on a une sorte de relation croisée. Nous prenons les majorants, parmi les majorants qui sont donc plus grands que les éléments de grand A, nous prenons le plus petit des majorants, c'est la borne sup. Et c'est le plus grand des minorants qui est égal à la borne inf. Donc tout cela, c'est une petite gymnastique à laquelle nous allons essayer de nous entraîner. Alors, tout de suite, faisons bien attention à une chose. En général, la borne sup de A n'appartient pas à grand A. Pareil évidemment pour la borne inf. Donc il est tout à fait possible que la borne sup appartienne à grand A, mais ça n'est pas le cas en général. Si vous relisez la définition, à aucun moment il n'est demandé que cette borne sup soit dans grand A. C'est le cas pour le maximum. Le maximum de grand A par définition doit appartenir à grand A. Ça n'est pas le cas pour la borne sup. Nous allons le vérifier sur des exemples. Donc reprenons encore une fois grand A, l'intervalle 0,1, fermé à gauche, ouvert à droite. Donc quel est l'ensemble des majorants de grand A? L'ensemble des majorants de grand A, c'est l'ensemble 1 plus l'infini. Donc nous l'avons détaillé tout à l'heure, nous avons montré que tous les majorants de grand A étaient nécessairement supérieurs ou égaux à 1, et il est très clair que tout réel supérieur ou égal à 1 est un majorant de grand A. Est-ce que cet ensemble a un minimum? Eh bien oui, puisque la borne de gauche appartient à l'ensemble 1 plus infini. Le minimum de 1 plus infini fermé à gauche, c'est bien 1. Donc par définition, 1 est égal au sup de grand A. Et nous voyons bien ici que, comme nous l'avons détaillé tout à l'heure, il n'appartient pas à grand A. Donc ici, la borne sup n'est pas dans grand A. Nous pouvons faire la même chose pour la borne inf, si elle existe. Quel est l'ensemble des minorants de grand A? Eh bien, l'ensemble des minorants de grand A, c'est moins l'infini 0, et 0 est bien un minorant, il appartient à l'ensemble des minorants. Est-ce que cet ensemble des minorants a un max? Oui, car là encore, la borne de droite appartient à l'ensemble des minorants, donc le max de cet intervalle, c'est 0. Donc, 0 est la borne inf de grand A. Et nous remarquons qu'ici, elle appartient à grand A. Donc la borne inf, ou sup, parfois elle est dans grand A, parfois elle n'y est pas. Mais en général, elle n'y est pas. Si maintenant je prends la partie grand B égale à 0 ouvert plus infini ouvert, eh bien, l'ensemble des majorants est vide. Il n'y a pas de majorant à grand B, puisque grand B va, entre guillemets, jusqu'à plus infini. Il n'existe pas de réel qui soit plus grand que tous les réels strictement positifs. Comme l'ensemble des majorants est vide, il ne peut pas avoir de minimum, puisque je vous rappelle qu'un minimum doit appartenir à l'ensemble en question. Donc si l'ensemble des majorants avait un minimum, il devrait au moins contenir ce minimum, donc il ne pourrait pas être vide. Donc ici, le vide n'a pas de min. Donc, B n'a pas de borne sup. Par contre, l'ensemble des minorants, c'est toujours moins l'infini 0 qui contient 0. Et donc, nous pouvons dire que 0, c'est la borne inf de grand B. Prenons un autre exemple en considérant la relation d'ordre d'inclusion sur P de R. Nous reprenons un peu la même partie que tout à l'heure. Grand A, l'ensemble qui contient n R+, et la paire 1 racine de 2. Ce dernier ensemble, nous le notons grand B pour simplifier les notations. Donc, ce que nous avons vu tout à l'heure, c'était que grand A avait un max, avait un plus grand élément, qui était R+. Donc, déjà, R+, majeur grand A. Alors nous allons essayer de montrer que R+, est la borne sup de grand A. Pour cela, je sais déjà que R+, majeur grand A, mais je voudrais savoir que R+, est le plus petit des majorants. Donc je vais ici appliquer un raisonnement que nous allons revoir assez souvent lorsque nous allons manipuler des bornes supérieures. Je vais prendre grand M, un majorant de grand A, et je vais essayer de montrer que grand M est plus grand que R+. Donc si R+, est toujours plus petit que n'importe quel majorant grand M,
c'est bien que c'est le plus petit des majorants, donc ce sera la borne sup. Alors ici, plus petit que signifie inclus. Donc, en particulier, puisque grand M majeur A, tous les éléments de grand A doivent être inclus dans grand M. Donc N est inclus dans grand M, R plus est inclus dans grand M, et grand B est inclus dans grand M. Mais dans ces trois conditions, j'ai bien R plus inclus dans grand M. Donc, R plus, si je récapitule, R plus majeur grand A, et pour tout majorant grand M, R plus est plus petit que grand M, dans le sens où R plus est inclus dans grand M. Donc cela, c'est bien dire que R plus est le plus petit des majorants de grand A. Donc finalement, R plus est la borne sup de grand A. Alors évidemment, tous ces raisonnements, nous allons les revoir dans des théorèmes qui vont suivre, où nous allons montrer que lorsqu'un ensemble admet un max, eh bien, il admet aussi un sup, et ce sup est égal au max. C'est ce que nous venons de vérifier exactement ici. Maintenant, nous pouvons aussi nous poser la question de savoir si grand A a une borne inférieure. Alors pour voir si grand A admet une borne inférieure, je vais essayer de trouver un minorant de grand A qui soit le plus grand possible. C'est-à-dire, je vais essayer de trouver une partie qui soit incluse à la fois dans N, dans R+, et dans grand B, et qui soit la plus grande possible. Intuitivement, nous allons prendre l'intersection de tous les éléments de grand A. Donc N inter R inter B, et il est assez simple de se rendre compte que cette intersection, eh bien, c'est exactement le singleton 1. C'est le seul élément qui est à la fois dans N, dans R+, et dans grand B. Alors il est clair que, en tant qu'intersection, le singleton 1 est plus petit, c'est-à-dire inclus dans tous les éléments de grand A. Donc, ce singleton 1 minore grand A. Et maintenant, si nous prenons une partie qui est incluse dans les trois éléments de grand A, je vous laisse vous rendre compte que cette partie est nécessairement incluse dans grand A, dans le singleton 1, pardon. Donc, si nous avons une partie E, donc si E est inclus dans R, tel que E est inclus dans N, dans R+, et dans B, alors E est inclus dans le singleton 1. Les deux points qui précèdent, là, ces deux-là, signifient que 1 est bien le plus grand des minorants, et le plus grand des minorants de A. Donc le singleton 1, c'est exactement l'inf de grand A. Donc vous remarquerez que dans ces derniers exemples, qui sont un peu plus compliqués que les premiers, pour démontrer que la partie que j'étais en train de considérer avait un sup ou un inf, en tout cas pour un sup, j'ai raisonné de la manière suivante. J'ai donné un majorant, et ensuite, lorsque j'ai pris un autre majorant, j'ai montré que le premier majorant que j'avais pris était toujours plus petit que tous les autres. Donc j'ai vraiment collé à la définition. Pour trouver un sup, j'ai cherché un majorant qui soit plus petit que tous les autres. Ce raisonnement, cette méthode de démonstration, elle est au cœur de tous les exercices que vous aurez à faire sur les infs et les sup. Donc il est important de la connaître, et nous allons enfoncer le clou avec les deux derniers résultats de cette vidéo, où nous allons justement utiliser ce principe-là. Donc commençons par démontrer le théorème suivant que je viens d'évoquer un tout petit peu avant. Si grand A admet un max, alors grand A admet aussi un sup, et le sup et le max sont égaux. Même résultat évidemment avec un inf et un min. Donc j'applique le principe que j'ai rappelé juste avant. Donc si petit a est égal au max de grand A, premier point, par définition d'un max, petit a majeur grand A. Donc déjà, petit a est un élément de l'ensemble des majorants de grand A. Il nous reste à montrer que c'est le plus petit. Pour cela, je prends un autre majorant, soit grand M, un majorant de grand A. Or, nous savons que max de grand A appartient à grand A, donc petit a appartient à grand A, et donc nécessairement petit a est plus petit que grand M, puisque grand M est un majorant de grand A. Et bien de ces deux points, j'ai le résultat voulu. Je tire le résultat voulu. Petit a est donc un majorant de grand A,
plus petit que tous les autres majorants de grand A. Par définition, c'est donc bien le minimum de l'ensemble des majorants de grand A. Donc petit a, c'est le sup de grand A et nous avons le résultat voulu. Dernière proposition qui va contenir 2 points qui caractérisent le sup. Premièrement, donc toujours avec grand A, une partie de grand E et grand M, un élément de grand E. Si la partie grand A admet un sup, nous avons l'équivalence suivante. Le sup de A est plus petit que M, c'est équivalent à dire que M major A. Alors je passe très vite sur ce point, je ne détaillerai pas la démonstration autrement qu'à l'oral. Tout simplement, si M est plus grand que le sup, alors M est plus grand qu'un certain majorant de grand A, puisque sup de A est un majorant. Si grand M est plus grand qu'un majorant de grand A, c'est un majorant de grand A. Et pour la réciproque de droite à gauche, si grand M majore grand A, eh bien en tant que majorant de grand A, il est obligatoirement plus grand que le plus petit des majorants, donc il est bien plus grand que le sup de A. Le deuxième point est une caractérisation du sup de A. Un élément grand M est égal au sup de A si et seulement si cet élément grand M majore grand A et vérifie une seconde condition qui est que si petit x est dans grand E et que petit x est strictement plus petit que grand M, alors il existe un élément de grand A qui va se trouver entre x et m et qui va être strictement plus grand que petit x. Cette dernière condition peut paraître un peu nébuleuse, essayons de l'illustrer dans R, puisque dans R les choses seront plus simples à représenter graphiquement. Imaginons que grand M est bien le sup de grand A, il se situe ici chez les réels, et nous avons un élément petit x qui est strictement plus petit que petit m. Alors si grand M est bien le sup de grand A, ce que dit la condition, c'est que dans la partie bleue qui est ici, qui est en fait l'intervalle entre x et m, mais x exclu et m inclus, il est obligatoire qu'il y ait au moins un élément de grand A. S'il n'y avait aucun élément de grand A, nous pourrions faire le raisonnement suivant. Grand M est un majorant de grand A, donc tous les éléments de grand A se trouvent à gauche de M. Si entre x et m il n'y a pas d'élément de grand A, eh bien tous les éléments de grand A se trouvent à gauche de x. Donc x est un majorant de grand A, et il est plus petit que m, qui est censé être le sup, donc le plus petit des majorants. Tout cela est absurde. Attention tout de même à une erreur classique, ici, petit a peut très bien être égal à m. Il est possible que dans l'intervalle entre x et m, il n'y ait qu'un seul élément de grand A et que cet élément, ce soit grand M. Par exemple, si je prends grand A égale le singleton, alors je vais prendre une paire, je vais prendre la paire 1, 2. Donc ici, le sup, c'est évidemment 2. Si je prends x égale 3 demi, eh bien, le seul élément de grand A qui se trouve entre x et m, c'est 2. Mais ça marche. X est strictement plus petit que 2, qui est bien inférieur ou égal à 2. Mais attention, cela ne signifie pas que entre x et m, strictement, il y a un autre élément de grand A. Les parties grand A que nous allons considérer ne sont pas forcément des intervalles. Alors à mon sens, cette dernière caractérisation, le point 2, dont nous allons donner la démonstration tout de suite, n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre par cœur, ça n'est pas une caractérisation qui va servir très souvent. Cela dit, dans la démonstration, nous allons utiliser des raisonnements qui vont sans arrêt être utiles pour les exercices sur les inf et les sup. Donc je pense qu'il est très important de bien comprendre cette démonstration et de savoir la refaire, même si à nouveau la caractérisation n'est pas forcément à apprendre par cœur. Donc nous avons une équivalence à démontrer. Premier sens, si nous supposons que grand M est égal au sup de grand A, alors nous avons les 2 points suivants. Déjà, par définition, sup de A c'est le plus petit des majorants, donc c'est un majorant, et nous avons bien que grand M majore grand A. Maintenant, si nous prenons un élément x dans E, tel que x est strictement plus petit que grand M, alors là, voilà un raisonnement important, grand M est le plus petit des majorants, donc si x est strictement plus petit que grand M, x ne peut pas être un majorant de grand A, parce qu'il est plus petit que le plus petit des majorants. Et ce raisonnement est très important. Une fois que nous avons dit ça, nous avons terminé, car il suffit de prendre la négation de x est un majorant, qui s'écrit pour tout petit a dans grand A, petit a est inférieur ou égal à x, et cela c'est exactement dire qu'il existe un petit a dans grand A, tel que x est strictement plus petit que petit a.
Et nous pouvons rajouter que comme grand M majeur A, et bien nécessairement ici, grand M est supérieur ou égal à petit a. Pour la réciproque, nous allons supposer que grand M vérifie donc nos deux points, grand M majeur grand A, et nous l'avons dit ensuite, deuxièmement, pour tout x dans E, si x est strictement plus petit que petit m, alors il existe un petit a dans grand A, tel que x est strictement plus petit que petit a. La partie a plus petit que m, nous l'avons déjà avec le premier point, grand M majeur A. Bien, donc nous avons déjà grand M majeur A. Nous l'avons ici. Pour pouvoir conclure et dire que m est le sup de grand A, il suffit de montrer que m est le plus petit des majorants. Donc je refais ce que j'ai déjà fait plusieurs fois dans cette vidéo. Alors pas grand M, je vais prendre m', un autre majorant de grand A, et je vais essayer de montrer qu'il est nécessairement plus grand que m. Donc je vais raisonner par l'absurde, et je suppose que m' est strictement plus petit que grand M. Alors avec la deuxième hypothèse sur grand M, je peux affirmer qu'il existe un élément petit a dans grand A, tel que m' est strictement plus petit que petit a. Et donc cela signifie, alors je prends le raisonnement à l'envers de la première partie de la démonstration, si grand M' est strictement plus petit que petit a, alors grand M' ne majeure pas grand A. Et c'est absurde puisque nous avons pris m', un majorant de grand A. Donc, notre première supposition était fausse, m' est plus grand que grand M, donc grand M est bien le plus petit majorant de grand A. Donc, grand M est bien égal au sup de grand A. Alors, un tout dernier point, je ne l'ai pas écrit, mais dans la proposition, je n'ai parlé que du sup de A, je vous laisse le soin chez vous d'adapter l'énoncé en considérant maintenant des infs. Et nous arrêterons là pour cette vidéo.